Même dans une compétition entre géants, il y a toujours un parti qui perd. Telle est l'histoire de l'avion YF-23 de Northrop Corporation, dont seulement 2 prototypes ont été réalisés, affectueusement connus sous le nom de Black Widow 2 et Grey Ghost. Aujourd'hui, la plupart des gens ont oublié cet avion phénoménal, et même ceux qui s'en souviennent l'ont placé comme une note en bas de page de l'histoire, comme l'avion qui a perdu au profit du puissant YF-22 de Lockheed Martin, maintenant connu sous le nom de F-22 Raptor. Mais l'avion que Northrop Corporation a produit était tout sauf oubliable. Aujourd'hui, nous allons déterrer le passé et vous dire pourquoi le YF-23 était un chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne. Il y a 40 ans, les chances d'une guerre nucléaire étaient tout à fait possibles. Avec 2 superpuissances impliquées dans une guerre invisible, on a estimé que les États-Unis se retrouveraient dans une terrible guerre de tir contre une Union soviétique extrêmement armée. Avec un avantage militaire de 4 contre 1 appartenant aux forces soviétiques en Europe de l'Est, ces préoccupations étaient légitimes, non seulement pour les États-Unis, mais aussi leurs alliés politiques en Europe. À cette époque, les États-Unis et leurs alliés dépendaient fortement des F-15 Eagle. Bien que brillants à bien des égards, ils vieillissaient et avaient un avantage très mince contre les nouveaux avions soviétiques comme les MiG-29 et les avions hautement modernisés de la famille Su-27. Il suffisait que l'armée de l'air des États-Unis se rende compte de la nécessité d'un nouveau chasseur. Il a donc fallu franchir une étape audacieuse au début des années 80 pour répondre aux besoins d'un nouveau chasseur de supériorité aérienne dans le cadre d'un programme appelé Advanced Tactical Fighter ou ATF. À partir des premières étapes des besoins, l'US Air Force s'est concentré principalement sur quelques caractéristiques que le nouvel aéronef aurait absolument besoin d'avoir. Il comprenait le All Aspect Stealth, ce qui signifie la capacité d'avoir une section transversale radar réduite. Le moteur devait être en mesure d'aller en supercruise, qui vole à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion. On utilisait des matériaux composites et de nouveaux alliages dans les processus de construction afin de réduire la masse globale de l'aéronef, ainsi que des systèmes perfectionnés de vol à fil pour rendre l'aéronef plus maniable. Et enfin, l'aéronef devait avoir des capacités de décollage et d'atterrissage courts ou ADAC. Après les premières années d'évaluation des propositions et des conceptions, le contrat de prototypage et d'essai en vol a été attribué à la conception YF-22 de Lockheed Martin et à la conception YF-23 de Northrop Corporation en 1986. Northrop Corporation a toujours construit des avions de haute performance. Son fondateur, Jack Northrop, a été le premier concepteur aéronautique à faire figure de pionnier dans le concept d'aile volante, ce qui a mené au développement du bombardier furtif B-2, qui est actuellement le principal bombardier furtif à longue portée de l'armée de l'air des États-Unis. Suivant le même héritage, les concepteurs de Northrop se sont associés à McDonnell Douglas pour concevoir le YF-23, que beaucoup considèrent encore comme l'avion le plus avancé technologiquement que son concurrent. Les prototypes YF-23 mesuraient 20 mètres et avaient une envergure de 13 mètres, ce qui était légèrement plus grand que leur concurrent, le YF-22, donnant au YF-23 un léger avantage en portée et en vitesse. Les prototypes de véhicules aériens PAV-1 et PAV-2 étaient propulsés par 2 turboréacteurs Pratt & Whitney YF-119 et 2 turboréacteurs YF-120 de General Electric. Les 2 types de moteurs ont été en mesure de répondre aux exigences minimales du programme ATF, soit la génération de 16 000 kg de poussée avec post-combustion, avec la capacité de suralimentation. Cependant, le Pratt & Whitney YF-119 a été choisi pour alimenter l'entrée gagnante du YF-22 de Lockheed. Les 2 prototypes ont pu atteindre une vitesse maximale de Mach 2.2 et supercruise à Mach 1.6. Le prototype de Northrop a été le premier à prendre le ciel. PAV-1 a effectué son premier vol inaugural de 50 minutes le 27 août avec Alfred Paul Metz aux commandes. PAV-2 a pris son envol peu après, le 26 octobre, et a été piloté par Jim Sandberg. Selon tous les témoignages, la conception du YF-23 était brillante avec quelques éléments de conception très avancés. L'avion était configuré avec des ailes en forme de diamant ou des ailes trapézoïdales, ce qui permettait au concepteur de réduire la traînée aérodynamique à des vitesses transsoniques entre Mach 0,75 et Mach 1.2,
Cela signifiait que l'avion affichait de bonnes performances à basse vitesse, même s'il s'agissait d'un avion à réaction rapide. La configuration de l'aile trapézoïdale offrait également des avantages pour le vol à grande vitesse. Une aile petite et très chargée, comme celle du YF-23, offrait une traînée nettement plus faible à des vitesses supersoniques que d'autres configurations. La disposition effilée de l'aile a également réduit les contraintes structurales, ce qui a permis d'amincir l'aile et d'utiliser moins de matériaux pendant la construction et de maintenir la masse globale de l'avion faible. Avec son aile de forme inhabituelle, le YF-23 présentait également une queue en V tout en mouvement en faveur des ailettes verticales et des surfaces horizontales plus traditionnelles. Ce type de conception de queue est parfois appelé une queue butterfly, qui est un design non conventionnel, mais offre certains avantages directs. Cette configuration réduit la surface exposée de la queue, ce qui permet non seulement de réduire la traînée parasitaire, mais aussi de rendre les commandes de direction plus efficaces, ce qui permet au pilote du YF-23 d'atteindre une vitesse plus élevée et de maintenir les commandes de lacet appropriées pendant le vol à grande vitesse. À l'avant, le poste de pilotage du YF-23 a été placé très près du nez de l'avion pour améliorer la visibilité globale du pilote. L'avion était équipé d'un train d'atterrissage tricycle conventionnel, le compartiment interne des armes étant placé sous le fuselage entre le train avant et le train principal. Cela signifie que l'aéronef transporterait toutes ses armes à l'intérieur et non sur les points critiques des ailes. Ce choix a été fait pour maintenir la furtivité de l'aéronef sur tous les aspects, car les armes sur les points durs externes sont le principal facteur d'augmentation de la section radar de l'aéronef. Les deux fabricants de moteurs propulsant les PAV 1 et 2 étaient dans leur propre compétition pour voir lequel pourrait produire le meilleur moteur capable de supercruise. Ensemble, les deux moteurs d'un YF-23 ont produit environ 31 000 kg de poussée, ce qui équivaut à plus de 40 000 chevaux. En comparaison, un destroyer de classe Harley-Burke a une puissance moyenne de 100 000 chevaux. Cette nouvelle génération de moteurs a presque doublé la poussée offerte au YF-23 par rapport à son homologue le plus proche de l'US Air Force, le F-15 Eagle, dont les deux moteurs Pratt & Whitney F100 ne pouvaient produire qu'environ 18 000 kg de poussée dans le circuit de post-combustion. Cette augmentation de la performance des moteurs a été une grande percée technologique dans le programme ATF, car elle a mené à la création des premiers chasseurs de supercroisières dans le monde. Cela signifiait que les avions de chasse n'auraient plus à compter sur des brûleurs à gaz pour atteindre des vitesses supersoniques, économisant du carburant précieux et augmentant l'autonomie globale des avions. Un défi majeur pour les concepteurs du programme ATP était de fournir un flux d'air stable aux moteurs haute performance sur une cellule difficile à repérer sur le radar. En termes simples, le problème concernait l'air de la couche limite qui s'étend autour du fuselage de l'aéronef pendant qu'il vole. L'air de la couche limite peut circuler à des vitesses et dans des directions différentes de celles de l'air décalé de la surface de l'aéronef. Le mélange de ces deux flux d'air peut entraîner de grandes baisses de rendement du moteur. Pendant certains régimes de vol, l'air de la couche limite peut devenir très turbulent, ce qui a une grande incidence sur les performances du moteur ou l'étouffe. À des vitesses supersoniques, ces problèmes sont encore aggravés. Le YF-23 présentait une entrée de moteur trapézoïdale avec des conduits en S et quelques solutions très astucieuses pour faire disparaître ce problème. Avec le programme ATF, les jets supersoniques traitaient ce problème à l'aide de plaques de séparation élaborées pour séparer les deux courants d'air et maintenir une alimentation uniforme par l'ouverture d'entrée. Mais ces concepts n'étaient pas très propices à la furtivité. Même un petit écart entre l'entrée et le fuselage peut entraîner une augmentation de la section radar. C'est ainsi que les concepteurs du YF-23 ont trouvé une solution innovante. Ils ont installé des panneaux de mesure avant l'endroit où le fuselage rencontre le bord d'attaque des entrées d'air. Ces panneaux avaient de petits trous percés et aspiraient l'air de la couche limite qui collait au fuselage avant qu'il n'entre dans l'entrée d'air. Cet air a ensuite été évacué par une paire de petites portes sur la surface supérieure du YF-23. En effet, il a agi comme une plaque de séparation invisible, mais au lieu de séparer l'air, il l'a enlevé. Le système s'appelait le Boundary Layer Control System et fonctionnait automatiquement. Cette configuration de l'entrée, couplée avec les panneaux de jaugeage, alimentait les compresseurs moteurs massifs en un flux d'air régulier, même à des vitesses supersoniques, tout en conservant tous les aspects. Contrairement à son concurrent, le YF-23 ne possédait pas de tuyère de moteur à guidage de poussée. Certains disent que c'était un inconvénient énorme pour le YF-23 dans le programme ATF et a réduit sa manœuvrabilité globale, rendant l'avion moins agile dans le régime à basse vitesse.
Cependant, selon les concepteurs de l'avion, ils ont sacrifié un peu d'agilité pour gagner beaucoup de survivabilité. En raison de la nature plate des buses fixes du moteur YF-23, les concepteurs ont pu les aligner avec des carreaux chauffants, réduisant ainsi la signature infrarouge de l'aéronef à la recherche de chaleur de surface à air et de missiles air-air, le système d'arme principale qu'un ennemi déploiera contre un chasseur furtif de supériorité aérienne. Tout comme le bombardier B-2, les tuiles chauffantes ont considérablement dissipé la température de la buse du moteur qui se trouvait entre 1600 et 2200 degrés Celsius. D'autre part, afin d'être manœuvrable et de maintenir son agilité pendant le combat, les prototypes YF-23 ont été installés avec de multiples instabilités aérodynamiques, qui étaient toutes contrôlées par son système évolué de vol à fil. Le processeur central du YF-23 était considéré comme le superordinateur le plus avancé de son époque, réalisant près de 5 à 6 milliards d'opérations par seconde. En plus de gérer les commandes de vol de l'avion, le système fournissait aux pilotes des données radar, des données de navigation, des données de performance et une connaissance de la situation en temps réel. Toutes ces caractéristiques ont fait du YF-23 une véritable merveille technologique de son époque. Le système d'armement des prototypes était principalement basé sur des missiles air-air et des bombes air-sol. Puisque tous les missiles et bombes ont dû être transportés à l'intérieur de la baie d'armement interne à la furtivité principale, la capacité de charge utile globale n'était pas si grande que celle des autres chasseurs conventionnels. Malgré cela, le pilote du YF-23 disposait de toutes les armes nécessaires dans un chasseur de supériorité aérienne. L'aéronef pouvait être équipé du AIM-9 Sidewinder standard pour le tir air-air rapproché, ainsi que du AIM-120 AMRAAM ou du AIM-7 Sparrow pour les cibles à portée visuelle moyenne ou supérieure. L'avion était également équipé d'un canon Vulcain M61 principal qui pouvait tirer des coups de 20 mm à un taux de tir très élevé d'environ 6000 coups par minute. Compte tenu des types de missions, il avait également la capacité de transporter jusqu'à 2 bombes aériennes de 450 kg ou 4 bombes aériennes de 220 kg. Dans l'ensemble, les deux prototypes YF-23 ont bien testé et coché toutes les cases requises pour le programme ATF. Et certains affirment même battre son concurrent, le YF-22, dans les domaines de la vitesse, la portée et la performance globale. Cependant, aujourd'hui, nous savons comment l'histoire s'est déroulée. Après 4 années éprouvantes de tests et d'évaluation, le YF-22 a été sélectionné comme vainqueur sur le YF-23. Les concepteurs des deux prototypes YF-23 sont toujours restés fermes sur leur conviction que leur avion était supérieur et plus avancé technologiquement. Cependant, diverses forces politiques et le lobbying ont influencé la décision en faveur du YF-22 de Lockheed, qui est toujours en service sous le nom de F-22 Raptor. Au total, 195 F-22 Raptor ont été produits et la production a finalement cessé en 2011. D'autre part, les deux prototypes YF-23 PAV-1 et PAV-2 ont été donnés au musée aérien pour ne plus jamais être pilotés. Mais ces dernières années, il y a eu une lueur d'espoir pour la relance du YF-23 sous la forme du chasseur japonais F-3 6e génération. Le Japon sollicite l'aide de Northrop Grumman pour la conception et le développement de son programme de chasseur F-3, et compte tenu de toute l'expérience acquise au cours du développement du YF-23, l'entreprise est optimiste dans l'obtention du contrat pour ce projet. Peu importe ce qui est prévu dans l'avenir, en tant qu'amateur d'aviation, nous aimerions voir le retour du YF-23 dans sa forme réincarnée, prendre le ciel et finalement porter les fruits à toute la recherche et le travail acharné qui a été dépensé dans la fabrication de ce magnifique avion que tout le monde semble avoir oublié. Alors, que pensez-vous du retour possible du YF-23 ? Faites-nous savoir en commentaire. Et pour suivre les nouvelles et les armes militaires avancées, abonnez-vous et activez les notifications et nous vous ferons savoir quand une nouvelle vidéo arrive. Merci d'avoir regardé.